Un homme influent s'adressa en arabe littéraire à la femme de chambre de l'hôtel, s'attendant au silence. Elle répondit dans la même langue, avec le même calme, et ce qui suivit laissa tout le monde sans voix. L'hôtel Palais Doré était le genre d'endroit où l'argent ne se faisait pas seulement sentir, il se respirait. Chaque marbre de ses sols avait été importé. Chaque lustre suspendu brillait comme la promesse d'un autre monde. Et chaque employé avait été formé pour sourire, même lorsque, à l'intérieur, quelque chose se brisait. C'était un décor idéal pour les puissants. Et ce matin-là, le plus influent de tous venait d'arriver. Adrien de Valois descendit du véhicule blindé avec le calme de celui qui n'a jamais eu besoin de se presser, car le monde l'attend toujours. Il portait un costume sombre à la coupe impeccable et une chevalière de famille en or gravée qu'il ne quittait jamais. Non seulement par tradition, mais parce que c'était sa façon de rappeler au monde d'où il venait et jusqu'où il était monté. Derrière lui, Julien, son assistant de confiance, portait 2 téléphones actifs et un agenda qui vaudrait des millions s'il tombait entre de mauvaises mains. Sébastien Tournon, le directeur de l'hôtel, se tenait déjà à l'entrée avec un sourire si crispé qu'il semblait peint. Il avait réorganisé tout son personnel 3 fois cette semaine-là. Adrien de Valois n'était pas un client ordinaire. C'était l'homme qui, dans les prochains jours, déciderait si le consortium derrière le Palais Doré recevrait l'investissement le plus important de son histoire, ou si tout s'effondrerait comme un château de cartes. « Bienvenue, monsieur de Valois. C'est un honneur de vous recevoir », dit Sébastien en inclinant la tête avec une déférence qui frôlait la révérence. Adrien ne répondit pas immédiatement. Il balaya le hall de ses yeux sombres qui semblaient calculer la valeur de chaque objet, de chaque personne. Puis, sans regarder Sébastien, il dit « J'espère que tout est exactement comme je l'ai demandé. Je ne tolère aucune surprise. »« Bien sûr, monsieur. La suite impériale est prête. Température contrôlée, fleurs fraîches, le menu personnalisé selon vos exigences. Demain, on me présentera les états financiers complets, » interrompit Adrien sans élever la voix. Il n'en avait pas besoin. Ce soir, silence absolu. Je ne veux être dérangé par personne. Sébastien acquiesça de la tête si rapidement qu'il ressemblait à un automate. C'est alors que se produisit ce que personne n'attendait. Dans le couloir qui reliait le hall principal à l'aile des suites, une femme de chambre poussait son chariot de nettoyage avec des mouvements précis et efficaces. Il n'y avait rien de frappant dans cette image. Elle faisait partie du paysage invisible de tout hôtel de luxe, cette armée silencieuse qui maintenait l'éclat du monde pour les autres. Mais Adrien la vit, et quelque chose en lui, qu'il ne sut identifier à cet instant, le fit s'arrêter. Ce n'était pas son physique, bien que Clara Roussel eût une présence difficile à ignorer même sous son uniforme de travail. C'était autre chose. C'était sa façon de marcher, le dos droit, le regard fier, comme si pousser ce chariot était un acte de dignité et non une défaite, comme si ce couloir de marbre lui appartenait autant qu'à n'importe quel client qui y posait le pied. Adrien fronça les sourcils. « Qui est cet employé ?» demanda-t-il à voix basse, s'adressant à Julien sans quitter le couloir des yeux. Julien regarda dans la direction indiquée et répondit avec prudence. « D'après le personnel, elle s'appelle Clara. Elle travaille dans l'équipe du matin depuis plusieurs mois. Y a-t-il un problème, monsieur ?» Adrien ne répondit pas. Il continua d'observer, et à ce moment-là, comme si elle ressentait la pression de ce regard, Clara leva les yeux une fraction de seconde. Leurs regards se croisèrent, elle ne baissa pas les siens. C'est cela qui le perturba. Dans le monde d'Adrien de Valois, tout le monde baissait les yeux, les associés, les rivaux, les employés, et même les figures de l'État qui avaient besoin de ses capitaux. Personne ne le regardait ainsi, avec ce calme absolu qui n'était ni de la provocation ni de la peur, mais quelque chose de bien plus déconcertant. Une indifférence totale, comme s'il était simplement un autre homme dans un couloir, et non l'homme le plus influent qui eût jamais mis les pieds dans cet hôtel. Adrien commença à marcher vers le couloir. Sébastien, pris d'une panique silencieuse, le suivit à une distance prudente. Clara continua son travail. Elle prit son chiffon et commença à astiquer le miroir mural situé à côté de la porte de la première suite de l'aile, avec la concentration de celle qui a un travail à faire et une vie à soutenir grâce à ce travail. Elle fit semblant de ne pas le voir approcher. Elle ne lui accorda simplement pas plus d'importance qu'il n'en méritait dans sa journée de travail. Adrien s'arrêta à moins de 2 mètres d'elle. « Savez-vous qui je suis ?» demanda-t-il en français, avec ce ton assuré et l'accent aristocratique des salons parisiens. Clara cessa de frotter le miroir, le regarda à travers le reflet de la vitre, pas directement, et répondit d'une voix tranquille. «
sans la moindre trace de nervosité. « Je sais que vous êtes un client de l'hôtel, monsieur. Avez-vous besoin de quelque chose ?» Adrien plissa les yeux. Ce ton, ce calme, lui semblait familier d'une manière qu'il n'arrivait pas à situer. Il prit alors une décision qui, dans son esprit, devait être un test rapide, une petite expérience de supériorité. Il lui glissa une remarque en arabe littéraire, dans un dialecte très raffiné du Golfe que, hors du monde des affaires internationales, peu de gens maîtrisaient, calculant qu'elle ne comprendrait rien et que la confusion sur son visage lui donnerait la confirmation qu'il cherchait, qu'elle était exactement ce qu'elle paraissait être. Le couloir entier sembla retenir son souffle. Sébastien pâlit sans comprendre pourquoi. Julien, qui connaissait son patron mieux que quiconque, sentit que quelque chose était sur le point de se produire. Et Clara Roussel, sans lâcher son chiffon, sans changer de posture, sans qu'un seul muscle de son visage ne trahisse la tempête qui venait de se déchaîner en elle en entendant ces mots, répondit dans un arabe littéraire impeccable. Avec le même dialecte soutenu qu'Adrien avait utilisé, elle lui répondit qu'elle avait parfaitement compris ce qu'il venait de dire, que ce n'était pas la première fois que quelqu'un tentait d'humilier une personne en croyant que la langue était une barrière, et que s'il avait quelque chose à lui dire, il pouvait le lui dire en face, car elle avait toujours su écouter les vérités, même lorsqu'elles étaient douloureuses. Le silence qui suivit fut si absolu que l'on pouvait entendre le vrombissement lointain de la climatisation. Adrien ne bougea pas, ne silla pas. Derrière lui, Sébastien avait la bouche grande ouverte. Julien regardait Clara avec une expression mêlant le choc à ce qui ressemblait dangereusement à de la reconnaissance. Ce fut Julien qui parla le premier, dans un murmure que seul Adrien put entendre. « Monsieur, son nom est Clara, Clara Roussel. » Et à cet instant, pour la première fois depuis des années, Adrien de Valois sentit le sol se dérober sous ses pieds, car ce nom de famille n'était pas un nom ordinaire pour lui. C'était le nom qu'il avait enfoui au plus profond de sa mémoire. C'était le nom qui portait le poids d'une décision qu'il avait prise de nombreuses années auparavant et qu'il avait juré ne jamais laisser le rattraper. Clara le regarda directement à présent, sans l'intermédiaire du miroir, avec ses yeux sombres qu'Adrien voyait soudain avec une clarté terrifiante. « Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur ?» répéta-t-elle de la même voix tranquille. Adrien ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. Pour la première fois de sa vie, l'homme le plus puissant du couloir ne trouva pas ses mots. « Non », répondit-il enfin d'une voix qui n'avait plus le même timbre qu'à son arrivée. Clara hocha légèrement la tête, rangea son chiffon et continua à pousser son chariot vers le bout du couloir, le dos toujours aussi droit, sans se retourner une seule fois. Les deux personnes qui restèrent à la regarder s'éloigner, Sébastien, qui ne comprenait rien, et Julien, qui ne comprenait que trop bien, échangèrent un bref regard. Adrien ne regarda aucun d'eux. Il garda les yeux fixés sur le fond du couloir, là où Clara avait disparu au coin de la rue intérieure de l'hôtel. Et à l'intérieur, dans cet endroit qu'il avait toujours gardé fermé à clé, quelque chose commença à bouger, quelque chose qui était resté immobile pendant des années, quelque chose qui s'appelait la culpabilité. Cet après-midi-là, alors que les documents financiers l'attendaient sur le bureau de la suite impériale, Adrien se tenait debout devant la baie vitrée, regardant la skyline de Paris sans la voir. Julien entra sans frapper, comme toujours, et déposa une fine chemise cartonnée sur la table en verre. « J'ai fait ce que vous m'avez demandé, » dit-il à voix basse. « Et ?» demanda Adrien sans se retourner. « Clara Roussel travaille ici depuis 7 mois. Équipe du matin. Avant cela, selon les registres que j'ai pu obtenir, elle a travaillé dans une clinique privée comme agent d'entretien hospitalier pendant près d'1 an. Et avant cela, Julien fit une pause. Avant cela, monsieur, elle était étudiante universitaire, boursière d'excellence à la faculté des Relations internationales de la Sorbonne. Elle parlait 4 langues, elle avait le meilleur dossier de sa promotion. Adrien se retourna enfin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Julien le regarda un instant avant de répondre. Elle a dû abandonner ses études pour s'occuper de sa mère malade, sans revenus familiaux suffisants, sans soutien institutionnel, sans personne pour. Il fit une autre pause. Sans personne pour remplir les obligations qui devaient être tenues envers cette famille. Le poids de ces mots remplit la pièce d'une manière qu'aucun système de ventilation ne pouvait atténuer. Sa mère, monsieur, continua Julien d'une voix encore plus basse. Elle s'appelle Nadine Roussel. Adrien resta complètement immobile. Nadine. Ce nom qu'il avait lui aussi enfoui. Julien n'ajouta rien de plus. Ce n'était pas nécessaire. Les deux hommes savaient exactement ce que ce nom signifiait, ce que cette femme avait représenté il y a bien longtemps, et ce que la décision d'Adrien à l'époque avait déclenché
sans qu'il se soit jamais arrêté pour en regarder les conséquences. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce couloir, jusqu'à cette femme de chambre au dos droit qui lui avait répondu dans sa propre langue sans trembler. « Il y a autre chose que je dois vous dire », ajouta enfin Julien. « Dis-le. Nadine Roussel est très malade, monsieur. D'après mes recherches, elle a besoin d'un traitement que sa fille ne peut pas s'offrir avec son salaire actuel. Clara travaille en double vacation les week-ends pour réunir l'argent, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est jamais suffisant. » Le silence qui suivit fut le plus lourd de tous les silences de cette journée. Adrien se tourna vers la fenêtre. La ville continuait de briller dehors, indifférente. Et en cet homme habitué à ce que le monde tourne selon sa volonté, quelque chose commençait à s'effondrer lentement, pierre par pierre, comme un mur dont il avait toujours su qu'il ne tiendrait pas éternellement. Le soir même, au 4e étage de l'aile de service, Clara se changea en silence, suspendit son badge dans son casier et s'assit un instant sur le banc en bois avant de sortir. Madame Jeanne, la gouvernante générale, entra sans bruit et s'assit à ses côtés. « Comment s'est passée la journée ?» demanda-t-elle de cette voix maternelle qui ne s'enquiert pas du travail, mais de la personne. « Calme », répondit Clara. « Mensonge », dit Madame Jeanne sans détour. « J'ai vu la tête de Sébastien quand il est sorti du couloir de l'aile VIP. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. » Clara ne répondit pas immédiatement. Elle regarda ses mains, des mains qui avaient tenu des livres universitaires, qui avaient rédigé des mémoires sur la diplomatie internationale et qui, aujourd'hui, tenaient des chiffons de nettoyage. Elle prit une profonde inspiration. « Un client m'a parlé en arabe, dit-elle enfin. Il a cru que je ne comprendrais pas. Et j'ai répondu. » Madame Jeanne la regarda avec cette sagesse silencieuse que donne la vie lorsqu'elle a fait payer trop cher ses leçons. « Qui est cet homme pour toi, Clara ?» La question flotta dans l'air de la petite pièce chaude. Clara prit son sac, se leva et, avant de sortir, répondit d'une voix parfaitement sereine et parfaitement dévastatrice à la fois. « C'est l'homme qui a détruit la vie de ma mère et il ne sait pas encore que je le sais. » La porte se referma doucement. Madame Jeanne resta seule dans la pièce avec cette phrase résonnant dans l'air. Et quelque part au 32e étage, Adrien de Valois continuait de regarder la ville par la fenêtre, sans savoir que le couloir qu'il avait traversé ce matin-là n'était pas un couloir d'hôtel, mais le début du chemin le plus long de sa vie. L'aube possède une honnêteté brutale que le jour ne s'autorise pas. Sans le mouvement des clients, sans le bruit des talons sur le marbre, sans les conversations d'affaires qui remplissaient les salons, le palais doré montrait ce qu'il était vraiment, un magnifique décor habité par des personnes qui ne se regardaient presque jamais vraiment. Clara le savait mieux que quiconque. Elle avait appris à connaître l'hôtel dans ses heures silencieuses, quand les couloirs appartenaient à ceux qui nettoyaient plutôt qu'à ceux qui salissaient. Elle connaissait chaque fissure dissimulée sous la dorure, chaque miroir qui portait une tache que personne ne remarquait, parce que chacun ne s'y regardait que lui-même, chaque porte qui grinçait légèrement si on la poussait trop vite. Elle connaissait cet endroit avec l'intimité de celle qui n'a pas le luxe de le regarder de l'extérieur. Cette nuit-là, pourtant, elle ne parvenait pas à dormir. Elle était assise dans la petite chambre qu'elle louait à 15 minutes de l'hôtel, une pièce avec une fenêtre donnant sur un mur, un lit simple, une petite table et une chaise. Le téléphone à la main, elle fixait l'écran sans vraiment lire. Le message reçu quelques heures plus tôt était toujours là, inamovible, comme une pierre au milieu de sa poitrine. Il venait du médecin qui suivait sa mère. « Clara, nous devons parler du traitement. Les résultats de cette semaine ne sont pas ceux que nous espérions. S'il vous plaît, appelez-moi dès que vous le pouvez. » Quelques mots qui pouvaient signifier beaucoup de choses. Mais Clara vivait depuis trop longtemps au bord du désespoir pour ignorer que les médecins n'envoyaient pas de messages tardifs lorsque les nouvelles étaient bonnes. Elle composa le numéro de sa mère. 3 tonalités. 4. Clara. La voix de Nadine Roussel était douce, malgré la fatigue. Elle avait toujours été ainsi, une voix faite pour apaiser les tempêtes, même si elle-même était au cœur de l'orage. « Maman, pourquoi es-tu réveillée ?»« Et toi, pourquoi es-tu réveillée ?» répondit simplement Nadine. « Je le sens même quand nous sommes loin. Je l'ai toujours senti. » Clara ferma les yeux. « Comment te sens-tu ?»« Aujourd'hui a été une journée difficile, » admit sa mère avec cette honnêteté tranquille qu'elle n'utilisait jamais pour alarmer, mais pour ne pas mentir. « Mais c'est passé. Raconte-moi plutôt, comment s'est passé le travail ?» Clara hésita. Elle avait appris à filtrer ses journées avant de les raconter à sa mère. Nadine n'avait pas besoin de plus de poids que ce qu'elle portait déjà. Mais ce soir-là, quelque chose en elle avait besoin de le dire à voix haute, même à moitié. « Il s'est passé quelque chose d'étrange à l'hôtel aujourd'hui, » dit-elle en choisissant ses mots avec soin. « Un client important est arrivé.
un homme très riche. Il m'a parlé en arabe dans le couloir, maman, comme si je ne pouvais pas comprendre. Un court silence s'installa à l'autre bout du fil. « Et toi ?» demanda Nadine. Je lui ai répondu. Un autre silence. Puis la voix de sa mère revint différente, plus basse, plus chargée de gravité. « Comment s'appelle cet homme ?»« Clara. » Clara serra le téléphone contre son oreille. Adrien de Valois. Ce qui suivit ne fut ni un cri ni un sanglot, ce fut quelque chose de bien plus terrible. Un silence si long et si lourd que Clara sentit qu'elle pouvait presque le toucher. « Maman, je suis là », finit par dire Clara. « Je t'écoute », répondit enfin Nadine. Sa voix avait changé. C'était la voix de quelqu'un qui venait de recevoir une nouvelle qu'elle attendait et redoutait à la fois depuis de nombreuses années. « Écoute-moi bien, mon amour. Écoute-moi avec tout ce que tu es. Je t'écoute. Ce que tu feras de cela, dit doucement Nadine, avec la clarté des personnes qui ont beaucoup pensé à un moment qui n'était pas encore venu, doit naître de ce que tu es, pas de ce qu'il nous a fait. Tu me comprends ?» Clara sentit les larmes monter sans permission. « Je ne sais pas si je peux promettre cela, maman. Je ne te demande pas de promettre. Je te demande de te souvenir de qui tu es avant de décider qui tu veux être face à cet homme. » L'appel se termina quelques minutes plus tard. Clara resta dans l'obscurité de sa chambre, le téléphone posé sur la poitrine, écoutant sa propre respiration. Elle se souvint, il y avait une époque où le nom de Roussel n'était pas synonyme de sacrifice, mais de possible. Son père, Thierry Roussel, avait été un diplomate respecté, un homme qui croyait que les langues étaient des ponts et que les ponts devaient être construits avec honnêteté. Il avait élevé Clara entre deux cultures, avec la conviction que cette double racine n'était pas une division, mais une force. C'était lui qui lui avait appris l'arabe classique. C'était lui qui lui avait dit, un soir où elle avait à peine 10 ans et regardait les toits de Paris depuis leur balcon, que les langues n'étaient pas seulement des mots, mais des manières de voir le monde que personne ne pouvait vous enlever, même si l'on vous enlevait tout le reste. Thierry Roussel était mort quand Clara avait 6 ans. Pas d'une maladie, ni d'un accident. Il était mort d'une trahison. Une trahison qui avait un nom, qui avait un visage, et qui, ce matin-là, était descendu d'un véhicule blindé devant le Palais Doré, avec un costume sombre et une élégance froide. Clara ne l'avait pas reconnu immédiatement dans le couloir. Elle n'avait de lui que des images d'enfance, des fragments d'une histoire que sa mère avait toujours racontée avec plus de douleur que de colère. Et le temps fait son œuvre sur les visages. Mais quand Julien avait prononcé son nom dans ce murmure qu'il pensait inaudible pour elle, tout s'était emboîté d'un coup. Adrien de Valois, l'ancien associé de son père, l'homme qui avait utilisé des documents falsifiés pour ruiner la réputation de Thierry, l'homme qui avait pris ce qui appartenait aux deux pour bâtir son propre empire avant de disparaître, laissant derrière lui une famille qui mit des années à comprendre l'étendue de sa perte. Et maintenant, il logeait au 32e étage de cet hôtel dont elle nettoyait les couloirs. Le lendemain matin, le Palais Doré s'éveilla avec cette énergie particulière des jours où quelque chose d'important se préparait. L'équipe d'Adrien de Valois avait envoyé une liste d'exigences dès l'aube. Réunion d'affaires dans le salon privé du 3e étage à 10 heures, petit déjeuner personnalisé à 7h30 et sous aucun prétexte d'interruption d'aucune sorte d'ici là. Sébastien avait réuni tout le personnel de service pour revoir les protocoles pour la 3e fois de la semaine. Clara écouta les instructions avec la même attention que d'habitude, ni plus, ni moins. Madame Jeanne l'observait de l'autre côté du groupe, avec ce regard de celle qui sait que quelque chose couve sous la surface tranquille, mais choisit d'attendre que le courant la porte de lui-même. L'affectation de ce matin-là concernait l'aile VIP. Ce n'était ni un hasard, ni une erreur. C'était simplement le tour qui lui revenait selon la rotation, mais Clara le ressentit comme si le destin avait un sens particulier de l'ironie. Elle poussa son chariot vers le couloir des suites premium et commença son travail avec sa méthode habituelle. D'abord les parties communes du couloir, puis les portes affichant la demande de service, enfin les espaces les plus délicats. Elle était en train d'astiquer la console en acajou face à l'ascenseur lorsqu'elle entendit des pas. Des pas qu'elle reconnut avant même de voir à qui ils appartenaient. Adrien sortit de la suite impériale, un café à la main et les yeux fixés sur son téléphone. Il portait une tenue plus décontractée que la veille, sans veste, dans une chemise en lin blanc. Et cela, pour une raison que Clara ne s'expliquait pas, le faisait paraître plus humain et en même temps plus redoutable. Il s'arrêta net en la voyant. Clara ne leva pas les yeux immédiatement. Elle continua ce qu'elle faisait pendant 3 secondes exactes, juste assez pour montrer que ce n'était pas la nervosité qui la faisait tarder, mais simplement que son travail méritait d'être fini. Puis, elle le regarda. « Bonjour,
dit-elle de la même voix tranquille que la veille. Adrien l'étudia un instant. « Bonjour », répondit-il enfin. Aucun d'eux n'ajouta rien pendant plusieurs secondes. C'était une de ces pauses qui ne sont pas embarrassantes par accident, mais parce que les deux personnes savent qu'il y a trop de non-dits dans l'air pour le remplir de petites conversations. Ce fut lui qui parla le premier. « Hier, j'ai été impoli », dit-il directement, en français cette fois. Clara ne s'attendait pas à cela. Elle l'accueillit sans que son expression ne change. « Vous n'avez pas à vous excuser, monsieur. Les clients ne sont pas obligés d'être polis avec le personnel de nettoyage. »« Non », répondit Adrien, et quelque chose dans son ton changea subtilement, comme si cette réponse l'avait touché à un endroit précis. Tout le monde devrait être poli avec tout le monde, quel que soit l'uniforme. Clara le regarda avec ce calme qui était à la fois son bouclier et sa vérité. « Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur ?» Adrien hésita. C'était un homme qui n'hésitait jamais. Cette seule fraction de seconde en disait plus que n'importe quel long discours. « Vous travaillez ici depuis longtemps, assez pour bien connaître l'hôtel. » Et avant cela, la question tomba dans l'espace qui les séparait avec un poids qu'il ne pouvait mesurer, car il ignorait ce qu'il demandait réellement. Mais Clara, elle, le savait, et elle choisit sa réponse avec la précision de quelqu'un qui avait mûri ce moment. « Avant cela, dit-elle d'une voix parfaitement sereine, j'avais une autre vie. » Adrien la regarda un instant de plus que ce qui était strictement nécessaire pour une conversation entre un client et une employée. « Elle vous manque ?» C'était une question étrange, bien trop personnelle pour ce couloir, pour cette heure de la matinée, pour cette distance entre eux. Clara sentit quelque chose s'agiter au plus profond d'elle, pas de la colère, pas encore, mais quelque chose de plus complexe, de plus vieux, de plus fatigué que la colère. « Tous les jours », répondit-elle, et sans ajouter un mot, elle reprit son chiffon, saisit son chariot et continua sa progression dans le couloir. Adrien resta immobile, son café refroidissant dans sa main, regardant s'éloigner ce dos droit qu'il ne pouvait plus s'empêcher de remarquer. Julien l'attendait dans la suite avec les documents prêts et une expression qu'Adrien connaissait bien, celle de quelqu'un qui détient une information capitale et qui évalue le bon moment pour la livrer. « Dis-moi », dit Adrien en fermant la porte. Julien ouvrit une chemise fine et la posa sur la table. « J'ai poussé les recherches sur la famille Roussel, comme vous me l'avez demandé hier soir. » Adrien regarda le dossier, mais ne le toucha pas encore. « Nadine Roussel, » commença Julien. « Elle souffre d'une insuffisance rénale à un stade très avancé. Elle a besoin d'un protocole de soins spécifique que l'assurance maladie ne couvre pas entièrement dans son cas. Clara tente depuis plus d'1 an de réunir les fonds nécessaires pour financer ce traitement privé. Elle travaille en double vacation dès qu'elle le peut. Elle a vendu tout ce qu'elle possédait de valeur et, malgré cela, Julien laissa sa phrase en suspens. Il n'était pas nécessaire de la terminer. Adrien s'approcha de la fenêtre. La ville était toujours là, brillante et indifférente. Quelle est la gravité de l'état de Nadine si elle ne reçoit pas ce traitement complet dans les prochains mois? Julien répondit avec précaution. Les médecins ne sont pas optimistes. Le silence qui tomba sur la pièce fut différent de tous les précédents. C'était le silence d'une prise de conscience qui arrive trop tard, mais qui arrive tout de même, de tout son poids, sans demander la permission. Adrien pensa à Thierry Roussel. Il pensa aux décisions qu'il avait prises alors qu'il était jeune, ambitieux, convaincu que le monde se divisait entre ceux qui arrivaient les premiers et les autres. Il pensa aux documents qu'il avait signés, aux portes qu'il avait fermées, aux conséquences qu'il avait choisi de ne pas voir. Et il pensa à cette jeune fille qui avait appris les langues de son père et qui nettoyait aujourd'hui des couloirs d'hôtel pour payer les soins de sa mère. « Julien, » dit-il sans se retourner, « annule mes rendez-vous de l'après-midi. » Julien ne demanda pas pourquoi. Après tant d'années, il savait qu'une décision était déjà prise avant même d'être prononcée. Tous. Madame Jeanne trouva Clara dans le local à bagages à la mi-journée, assise par terre, le dos contre le mur et les yeux fermés. Elle ne dormait pas. Elle était simplement immobile de cette manière dont le corps réclame parfois 1 minute de répit, même quand l'esprit n'en trouve pas. « Tiens », dit Madame Jeanne, en s'asseyant à côté d'elle sans façon et en lui tendant un sandwich enveloppé dans du papier. « Mange ». Clara le prit sans protester. Elles mangèrent en silence pendant un moment. C'était un de ces silences confortables qui n'existent qu'entre des personnes qui ont gagné la confiance de l'autre sans faire de grands discours. « Le client du 32e a posé des questions sur toi ce matin », dit finalement Madame Jeanne de cette manière directe qu'elle avait de lancer les choses importantes comme si de rien n'était. Clara s'arrêta de mâcher un instant. « Qu'a-t-il demandé ?» « Il a demandé à Sébastien depuis combien de temps tu travaillais ici et si tu étais de la région. » Clara accueillit cela en silence.
Qu'est-ce que Sébastien lui a dit? Le peu qu'il sait, ce qui n'est pas grand-chose, répondit Madame Jeanne. Puis, elle la regarda de côté avec cette franchise bienveillante qui était sa façon de témoigner de l'affection. Clara, cet homme te regarde d'une manière qui n'est pas celle d'un client curieux. Et toi, tu le regardes d'une manière qui n'est pas celle d'une employée tranquille. Qu'est-ce qui se passe réellement? Clara plia le papier du sandwich avec un soin inutile, comme si ce petit geste lui permettait de mettre de l'ordre dans tout le reste. C'est une longue histoire, Madame Jeanne. J'ai le temps. Clara leva les yeux vers le mur d'en face, où il n'y avait rien à regarder d'autre que le métal gris des étagères de rangement, et dit « C'est l'homme qui a détruit ma famille, et je crois qu'il ne sait pas encore tout à fait qui je suis pour lui. » Madame Jeanne ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix fut basse et sérieuse. « Et qu'est-ce que tu vas faire de ça ?» Clara ne répondit pas, car la vérité était que ce matin-là, dans ce couloir, quand Adrien lui avait demandé si son ancienne vie lui manquait et qu'elle avait vu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait dangereusement à du remords, la certitude qu'elle s'était construite depuis des mois avait commencé à vaciller. Et cela l'effrayait plus que tout. Il y a des questions qu'une personne porte en elle pendant des années sans jamais les poser à voix haute, non pas parce qu'elle ignore les réponses, mais parce que les prononcer transforme une douleur intérieure en une réalité que l'on ne peut plus ignorer. Clara Roussel portait les siennes depuis l'âge de 6 ans, et cet après-midi-là, enfermée dans sa petite chambre, la lumière éteinte et son téléphone posé face contre table, elle sentit que le poids de toutes ces questions exigeait enfin d'être libérée. Elle se leva, prit son sac et alla voir sa mère. Le centre de santé où Nadine Roussel recevait ses soins s'appelait la Clinique de l'Espérance. Un nom que Clara avait toujours trouvé cruel d'ironie, car l'espérance était précisément ce qu'il y avait de plus difficile à préserver au milieu de ces couloirs à la lumière froide et de ces chaises en plastique usées. C'était un endroit propre, mais fatigué, comme tout ce qui fonctionne avec trop peu de moyens pendant trop longtemps. Nadine était assise près de la fenêtre de sa chambre quand Clara entra. Elle portait une blouse bleu clair et ses cheveux étaient attachés avec ce soin discret qui caractérise les personnes soucieuses de garder leur dignité, même lorsque le corps ne suit plus. C'était une femme qui avait été belle. Elle l'était toujours, d'une autre manière, de cette beauté que donne le fait d'avoir traversé des épreuves qui en auraient brisé d'autres et d'avoir choisi chaque matin de ne pas se laisser détruire. Elle leva les yeux en entendant la porte et sourit d'une façon que Clara reconnaissait depuis l'enfance. Ce sourire qui n'était pas seulement de la joie, mais un soulagement. Le soulagement d'une mère qui, chaque fois qu'elle voit sa fille, se rassure sur le fait que le monde contient encore du bon. « Je me doutais que tu viendrais », dit doucement Nadine. « Tu le sais toujours », répondit Clara en s'asseyant sur la chaise près d'elle et en prenant sa main sans détour. Les mains de sa mère étaient plus froides que la dernière fois. Aucune des deux ne parla pendant un moment. Par la fenêtre entrait une lumière d'après-midi qui rendait la pièce plus chaleureuse qu'elle ne l'était en réalité. Dehors, les arbres du petit jardin de la clinique bougeaient lentement sous le vent, comme s'ils attendaient eux aussi. « Raconte-moi tout », dit enfin Nadine. Ce n'était pas une question. Clara prit une profonde inspiration et commença. Elle lui raconta le couloir, l'arrivée d'Adrien, les mots en arabe qu'il avait utilisés en pensant dresser un mur et qu'elle lui avait renvoyé comme un miroir. Elle lui raconta l'expression de Julien en reconnaissant son nom de famille. Elle lui raconta les excuses du lendemain matin dans le pas de tir, la question étrange sur son ancienne vie, cette sensation troublante d'avoir vu dans les yeux de cet homme quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à y trouver. Nadine écouta le tout sans l'interrompre. C'était l'une de ses qualités les plus précieuses, cette capacité d'écouter pleinement, sans préparer sa réponse pendant que l'autre parle, sans geste qui devance le jugement, juste écouter. Quand Clara eut fini, le silence dura plusieurs secondes. « Qu'as-tu vu dans ses yeux, mon amour ?» demanda doucement Nadine. « Décris-le-moi précisément. » Clara réfléchit avant de répondre. « De la culpabilité, dit-elle enfin. J'ai vu de la culpabilité. Pas celle de quelqu'un qui a été pris sur le fait, mais celle de quelqu'un qui porte un fardeau depuis longtemps et qui se retrouve soudain face aux conséquences de ses actes. » Nadine hocha la tête très lentement. « Ton père disait toujours qu'Adrien n'était pas un homme fondamentalement mauvais, dit-elle, et ses mots tombèrent dans la pièce comme des pierres dans une eau calme. Il disait que c'était un homme lâche et que la lâcheté, lorsqu'elle n'est pas affrontée, transforme les gens en des versions d'eux-mêmes qu'ils ne reconnaîtraient pas eux-mêmes. » Clara fronça les sourcils. « Comment peux-tu encore le défendre, maman ? » « Je ne le défends pas, » répondit Nadine avec ce calme qui n'était pas de la résignation, mais une hauteur d'esprit chèrement acquise.
Je décris ce que j'ai vu. J'ai connu Adrien de Valois bien avant qu'il ne fasse ce qu'il a fait. C'était le meilleur ami de ton père, Clara. Il a passé des années dans notre maison. Il t'a tenu dans ses bras quand tu étais bébé. Clara sentit un nœud se former dans sa poitrine. Tu ne m'avais jamais dit cela. Il y avait des choses pour lesquelles j'attendais le bon moment, dit Nadine. Je crois que ce moment est venu. Ce que Nadine lui raconta cet après-midi-là était l'histoire complète. Non pas la version édulcorée et protectrice que Clara avait reçue par fragments au fil des ans, mais la vérité entière avec ses angles vifs et ses zones d'ombre qui rendaient la haine moins confortable. Thierry Roussel et Adrien de Valois avaient été associés pendant près d'une décennie. Ils avaient fondé ensemble un cabinet de conseil en relations internationales et diplomatiques qui opérait entre plusieurs pays. Un projet qui tenait autant de l'entreprise que de la vocation, rapprocher les cultures, jeter des ponts, effectuer ce travail de l'ombre qui ne fait pas les gros titres, mais change concrètement les choses. Pendant des années, leur association avait parfaitement fonctionné. Ils étaient de véritables amis. Adrien passait les fêtes avec la famille Roussel. C'était l'ami de confiance d'une amitié que Thierry considérait comme l'une des plus solides de sa vie. Puis était arrivée une opportunité commerciale qui avait tout changé. Un contrat d'envergure, le plus important qu'ils aient jamais vu, une opération qui impliquait 3 gouvernements et nécessitait des intermédiaires d'une confiance absolue. Thierry voulait mener l'affaire avec la même rigueur éthique qu'ils avaient appliquée à tout le reste. Adrien, en revanche, y vit l'occasion de multiplier les profits d'une manière qui exigeait de transiger avec certains principes. Ils s'affrontèrent. Thierry refusa d'entrer dans ce jeu, et Adrien, plutôt que d'accepter ce refus, prit une décision qui allait sceller leur destin. Il utilisa des documents du cabinet, revêtus de la signature de Thierry, pour finaliser l'accord de la manière qu'il avait choisie, à l'insu de son associé. Lorsque l'opération fut contestée par les autorités de l'un des pays concernés, toutes les preuves accablèrent Thierry. Adrien ne dit jamais la vérité. Thierry perdit sa licence professionnelle, sa réputation, et avec elle tout ce qu'il avait construit. Le cabinet ferma ses portes. Les dettes s'accumulèrent. Et Thierry Roussel, un homme qui avait fondé toute son existence sur l'intégrité, ne survécut pas au poids d'une infamie qui ne lui appartenait pas, mais que le monde lui attribua sans hésiter. Il mourut 2 ans plus tard. Le médecin inscrivit une crise cardiaque sur le certificat de décès. Nadine sut toujours qu'il n'y avait rien de naturel dans ce qui avait emporté son mari. Clara écouta ce récit sans bouger. Elle ne pleura pas. Il y a un endroit au-delà des larmes où l'on arrive quand une vérité est si lourde que le corps ne trouve pas immédiatement comment la contenir. Pourquoi Adrien a-t-il fait une chose pareille ? Demanda-t-elle enfin d'une voix plus frêle qu'elle ne l'aurait voulu. S'ils étaient vraiment amis, pourquoi ? Nadine mit du temps à répondre. Parce qu'il avait peur de rester en arrière, dit-elle avec une tristesse exempte de colère. Et c'est cela le plus terrible. Adrien venait d'une famille qui avait de grandes exigences, mais peu de ressources réelles. Ton père possédait quelque chose qu'Adrien n'a jamais eu, la paix intérieure. Adrien a toujours recherché cette paix, mais n'a jamais su comment la trouver. Alors il a couru après l'argent et le pouvoir, pensant qu'il l'y mènerait, et il a détruit ton père sur son passage. Oui, confirma simplement Nadine. Et je crois qu'aucun argent au monde ne le lui a fait oublier. Clara retourna à l'hôtel tard dans la soirée, le regard transformé. Madame Jeanne, qui prolongeait son service en raison d'une absence, la vit traverser le couloir du personnel et comprit immédiatement. « Tu es allée la voir ?» demanda-t-elle. « Oui. » Clara posa son sac dans son casier et s'appuya contre le mur avec cette immobilité de celle qui vient de porter une charge immense. « Elle m'a tout raconté, Madame Jeanne. L'histoire entière. C'était pire que ce que tu imaginais ?» Clara y réfléchit sincèrement. « C'était plus complexe, » répondit-elle. « Et c'est presque pire que si ça avait été simplement pire. » Madame Jeanne hocha la tête avec la sagesse de celle qui sait que les histoires vécues sont rarement simples et que cette complexité est précisément ce qui les rend si difficiles à dénouer. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas encore, » admit Clara. « Mais je sais que j'ai besoin de le regarder dans les yeux une fois de plus et que cette fois, il sache exactement qui je suis. » Elle n'eut pas à attendre longtemps. Le lendemain matin, à l'arrivée de Clara pour son service, Julien l'attendait près du comptoir de la réception, non pas avec l'attitude d'un assistant exécutant des ordres, mais avec l'embarras visible de celui qui sait que ce qu'il fait est important, sans savoir comment cela finira. « Bonjour, » dit-il avec une réserve polie. « Monsieur de Valois souhaiterait s'entretenir avec vous, si vous y consentez. » Clara le regarda un instant. « Sait-il qui je suis ?» demanda-t-elle directement. Julien ne répondit pas immédiatement, et ce silence fut plus éloque que n'importe quelle parole.
Il connaît votre nom, finit-il par dire. Le reste, je crois qu'il commence à le comprendre. Où? Sur la terrasse du 4e étage. C'est calme à cette heure-ci. Clara acquiesça d'un simple mouvement de tête. Elle monta seule. Adrien était debout près de la balustrade quand elle arriva, contemplant la ville dans cette posture propre aux hommes d'affaires qui utilisent le paysage comme une pause lorsqu'ils ne savent pas quoi dire. Il entendit ses pas et se retourna avant qu'elle ne parle. À la lumière du matin, sans l'armure des premiers jours, Adrien de Valois paraissait différent. Non pas moins imposant, mais plus vulnérable, comme si sa garde avait cédé à son insu. « Merci d'être venu, dit-il. Julien m'a dit que vous vouliez me parler, répondit Clara en s'arrêtant à une distance respectueuse mais ferme. Adrien l'observa de ses yeux sombres qui, cette fois, ne mesuraient pas le pouvoir, mais le poids de l'histoire. « Votre nom de famille ?» commença-t-il d'une voix plus sourde qu'à l'accoutumée. « Roussel. Je dois vous poser une question, et je veux que vous sachiez que la réponse, quelle qu'elle soit, n'aura aucune incidence sur votre travail, ni sur votre situation ici. Posez-la, dit simplement Clara. Êtes-vous la fille de Thierry Roussel? Entendre le nom de son père prononcé par cet homme, avec cette gravité particulière que possède le nom de celui qu'on a trahi, fit se tendre tout l'être de Clara, mais elle ne baissa pas les yeux. Oui, répondit-elle. Le silence qui s'ensuivit fut d'une nature inédite. C'était le silence d'une vérité qui reprenait enfin la place qui lui revenait après des années d'oubli forcé. Adrien ferma les yeux une seconde. Lorsqu'il les rouvrit, Clara y vit ce qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Non pas une honte feinte, ni l'embarras d'un coupable confondu, mais une douleur authentique, celle d'une faute que le succès n'avait jamais réussi à étouffer tout à fait. « Depuis combien de temps savez-vous que j'étais ici ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Depuis le moment où Julien a prononcé votre nom dans le couloir. » Adrien intégra cette réponse. « Et pourtant, vous n'avez rien dit. Vous n'êtes pas allé voir la direction. »« Non, je ne suis pas mon père, » l'interrompit Clara, sa voix ferme, mais exempte de méchanceté. « Mon père a fait confiance aux mauvaises personnes, et cela l'a détruit. J'ai appris à mieux choisir le moment et la manière de dire les vérités. » Adrien la regarda longuement. « Et quelle est la vérité que vous voulez me dire, Clara ?» Elle fit un pas vers lui, sans colère, sans agressivité, mais forte de ce calme qui était sa meilleure arme. Et elle répondit d'une voix qui ne tremblait pas, même si tout vacillait en elle, que ma mère est mourante, que je travaille en double service depuis plus d'1 an pour payer des soins que je n'arrive pas à financer, que j'ai étudié 4 langues, que j'avais le meilleur dossier de ma promotion à la Sorbonne et que j'ai dû tout abandonner pour faire vivre ce qu'il restait de nous après que vous avez détruit ma famille, et que je passe mes nuits à me demander si vous alliez un jour vous retourner pour mesurer les ruines que vous avez laissées derrière vous. » L'air de la terrasse sembla se figer. Adrien ne bougea pas, ne chercha pas à se défendre, n'offrit aucune explication. Il reçut simplement chaque mot, acceptant leur poids comme la moindre des réparations qu'il pouvait offrir. Quand il parla enfin, sa voix était celle d'un homme qui se déchargeait d'un fardeau trop longtemps porté. « Vous avez raison sur toute la ligne, » dit-il. Absolument toute la ligne. Et cette réponse, si simple, si dénuée d'échappatoire, fut la dernière chose que Clara s'attendait à entendre. C'est précisément pour cela que, pour la première fois depuis qu'elle avait franchi les portes de cet hôtel, elle sentit les larmes menacées de déborder. Non pas de faiblesse, mais d'un soulagement complexe qu'elle ne savait si elle avait le droit de ressentir. Car parfois, le cœur humain, même s'il a appris à vivre sans, reconnaît l'instant où la vérité est enfin dite et ne sait pas comment l'accueillir. Il y a des moments qui n'attendent pas notre accord pour tout changer. Ils arrivent sans s'annoncer, et lorsque l'on s'en rend compte, on a déjà franchi un point de non-retour. Clara descendit de la terrasse, les jambes fermes, mais l'esprit en plein tumulte. Elle avait répété cette scène des centaines de fois dans sa tête au fil des ans, le moment où elle dirait à Adrien de Valois ce que sa famille avait perdu par sa faute. Elle avait toujours imaginé que cela ressemblerait à une victoire, à la fermeture définitive d'une porte restée trop longtemps ouverte sur le froid. Ce n'était pas le cas. Elle avait plutôt l'impression d'avoir ouvert une porte dont elle ignorait l'existence. Madame Jeanne l'intercepta au 3e étage avec cette vigilance discrète des personnes qui veillent sur les autres sans faire de bruit. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle à voix basse. « Je lui ai tout dit », répondit Clara sans s'arrêter. « Et lui ?» Clara s'arrêta. Elle regarda Madame Jeanne avec une expression mêlant l'incompréhension à un sentiment qu'elle ne savait pas encore nommer. Il ne s'est pas défendu, il n'a pas cherché d'excuses. Il a juste dit que j'avais raison. Madame Jeanne l'étudia un instant. Et cela t'a plus perturbé que s'il s'était défendu? Clara ne répondit pas,
mais son silence parlait pour elle. Adrien resta sur la terrasse bien après le départ de Clara. Julien monta 20 minutes plus tard et le trouva exactement au même endroit, les bras appuyés sur la rambarde, le regard perdu vers le passé. Julien connaissait ce silence. Il l'avait rarement observé chez Adrien, mais il le reconnaissait. C'était le silence qui succède aux vérités irrémédiables. Il s'approcha et s'accouda à ses côtés sans mot dire. Ce fut Adrien qui rompit le silence. « Savais-tu qui elle était avant notre arrivée » demanda-t-il d'une voix monocorde. « Non » répondit franchement Julien. « Je l'ai découvert en même temps que vous, en reconnaissant le nom de famille. Et si tu l'avais su plus tôt » Julien hésita à peine. « Je vous l'aurais dit, monsieur. Je vous dis toujours tout. » Adrien hocha lentement la tête. C'était une vérité qu'il ne contestait pas. « Thierry avait une fille, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Julien. « Je l'ai tenue dans mes bras à sa naissance. Je lui ai acheté son premier livre de contes. J'ai vécu dans cette maison comme si j'en faisais partie. » Julien garda le silence. « Et puis j'ai fait ce que j'ai fait, » poursuivit Adrien, de cette voix qui ne cherche pas l'absolution mais s'impose de dire les choses. Et je ne me suis jamais retourné. Je me suis persuadé que Thierry trouverait le moyen de se reconstruire, que sa famille s'en sortirait. Je me le suis persuadé parce que j'en avais besoin pour continuer d'avancer. « Et maintenant » demanda doucement Julien. Adrien se redressa et le regarda en face. « Maintenant, je sais que sa fille nettoie des couloirs d'hôtel pour payer les soins de sa mère. Qu'elle a abandonné ses études pour porter ce qu'il reste de sa famille et qu'elle porte tout cela seule depuis des années. » Il marqua une pause. « Je veux que tu trouves le nom du médecin qui suit Nadine Roussel, le spécialiste. Je veux lui parler aujourd'hui. » Julien acquiesça sans poser de questions. Ce qu'Adrien ignorait, c'est que pendant qu'il parlait avec Julien sur la terrasse, Clara recevait dans le local de service un appel qui allait tout précipiter. C'était le docteur Varin. « Clara, j'aimerais que vous passiez à la clinique cet après-midi si vous le pouvez, » dit-il de ce ton mesuré propre aux médecins qui maîtrisent leur voix pour ne pas effrayer leur interlocuteur. « Les résultats des derniers examens de votre mère montrent que la fonction rénale a diminué plus rapidement que prévu sur cette période. Nous devons adapter le traitement et envisager la suite. »« Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» demanda Clara, bien consciente qu'aucune réponse ne serait simple. « Cela signifie que le traitement actuel ne suffit plus, » expliqua calmement le docteur Varin. « Votre mère doit intégrer un protocole plus lourd. Il est plus efficace, mais son coût est aussi nettement plus élevé. » Clara ferma les yeux. « Combien ?» Le docteur Varin lui cita le montant. Clara appuya sa main libre contre l'étagère métallique et respira lentement par le nez, avec cette discipline apprise de ceux qui savent que s'effondrer est un luxe qu'on ne peut s'offrir quand quelqu'un dépend de vous. « De combien de temps disposons-nous pour prendre une décision ?»« Pas beaucoup, Clara. Quelques semaines, pas des mois. Si nous attendons trop, ce protocole ne sera plus une option et nous devrons envisager des mesures d'une autre nature. » Clara raccrocha. Elle resta seule dans le local, ce chiffre résonnant dans sa tête. Un chiffre qui représentait des années de son salaire actuel. Un chiffre qu'elle n'avait aucun moyen de réunir en quelques semaines, quel que soit le nombre de doubles gardes qu'elle ferait. Un chiffre qui faisait la différence entre garder sa mère et un avenir sans elle. Elle ne pleura pas. Pas encore. Elle reprit son chariot et retourna au travail, car c'était la seule chose qu'elle pouvait contrôler à cet instant. Sébastien Tournon passait sa pire journée de la semaine lorsque Julien se présenta dans son bureau avec cette assurance qui n'admettait aucune discussion. « Monsieur de Valois demande un entretien privé avec Clara Roussel, » dit Julien. Cet après-midi, dans la salle de réunion du 4e étage, en dehors de ses heures de service, avec une compensation pour son temps. Sébastien sia. « Une réunion avec la femme de chambre, avec Clara Roussel ?» répéta-t-il, soulignant le nom avec une nuance qui trahissait sa surprise. « Y a-t-il un problème ?» Sébastien calcula rapidement les risques et les opportunités si l'homme dont dépendait l'investissement le plus crucial de l'hôtel formulait une demande aussi inhabituelle. « Aucun problème, » répondit-il en réajustant le nœud de sa cravate. « Je m'en occupe immédiatement. » Clara reçut le message de Sébastien avec un mélange d'émotions qu'elle ne parvint pas à démêler sur le champ. Une part d'elle voulait refuser, par principe, pour garder la distance nécessaire à sa réflexion. Mais une autre, celle qui venait de raccrocher avec le docteur Varin et qui avait encore ce chiffre en tête, comprenait que le monde n'attend pas toujours que l'on soit prêt pour l'affronter. Elle accepta. La salle de réunion du 4e étage était un espace élégant, conçu pour les affaires, avec une grande table de conférence en bois sombre et des fauteuils en cuir de grande valeur. Adrien s'y trouvait déjà à son entrée. Debout près de la fenêtre,
devant une tasse de café intacte. Julien n'était pas là. Ils étaient seuls. Clara s'assit en face de lui sans attendre d'invitation, le dos droit, maintenant cette posture qui lui rappelait qui elle était, quel que soit le lieu. Adrien s'assit à son tour. Il la regarda un moment, ses yeux dépouillés de la dureté calculatrice des premiers jours. « Ce matin, j'ai parlé à Julien », commença-t-il. « Je lui ai demandé de trouver le nom du médecin de votre mère. » Clara se tendit. « Je ne vous ai pas demandé de faire cela. »« Je sais », répondit Adrien sans chercher à se justifier. « Il y a de nombreuses années, j'ai pris des décisions qui ont affecté votre vie sans votre accord. Tenter d'y remédier se fera également sans votre accord s'il le faut, car attendre le moment idéal est ce qui m'a déjà coûté trop de temps. Je ne suis pas un problème que vous pouvez régler avec de l'argent, dit Clara, la voix ferme malgré le combat intérieur qui se livrait en elle. Non, acquiesça Adrien, vous ne l'êtes pas. Mais votre mère a besoin d'un traitement qui demande des fonds que je possède et que vous tentez de réunir depuis des mois sans y parvenir. Et là, ce n'est pas une question de fierté, c'est une question de vie. Le silence qui s'ensuivit fut lourd de tension. Clara le regarda fixement. Qu'attendez-vous en retour? La question tomba entre eux avec tout le poids de leur histoire commune. L'histoire d'une famille qui avait appris de la manière la plus douloureuse que les faveurs ont des coups cachés, et que la générosité peut s'avérer un piège lorsqu'elle vient de la mauvaise personne. Adrien ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit, sa voix n'avait plus rien à voir avec les tons qu'elle lui avait connus jusque-là. « Je veux que vous me laissiez réparer ce que j'ai fait à votre père, » dit-il. « Non pas comme un échange, non pas comme un rachat, mais parce que c'est ce qui est juste, et que je le sais depuis trop d'années sans avoir eu le courage de le faire. »« Oui, boy. Les mots sont faciles, » répliqua Clara. « Oui, » admit Adrien. C'est pourquoi je ne viens pas seulement avec des mots. Il fit glisser sur la table une enveloppe scellée. Clara la regarda sans y toucher. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est la confirmation du virement complet pour le traitement de votre mère, » dit Adrien. « C'est déjà fait. Le docteur Varin en a reçu la validation il y a 1 heure. » Clara resta pétrifiée. Le monde sembla s'arrêter durant quelques secondes. « Comment connaissez-vous le docteur Varin ?» demanda-t-elle, sa voix se faisant plus ténue. « Julien l'a contacté ce matin, » répondit Adrien. Je sais aussi ce qu'il vous a dit cet après-midi, que le traitement actuel ne suffit plus, que c'est une question de semaines, pas de mois. Il s'interrompit. Je ne pouvais pas savoir et ne rien faire. Clara regarda l'enveloppe sur la table. Ses mains posées sur ses genoux s'étaient serrées en des points qu'elle n'avait pas vu venir. Il y avait quelque chose d'infiniment troublant dans cet instant, et en même temps d'absolument vital. Ce paradoxe était presque insupportable à porter, car l'homme qui avait causé la ruine de sa famille était aujourd'hui celui qui pouvait sauver la seule personne qui lui restait. La cruauté de cette situation était si immense, et pourtant si réelle, que Clara ne savait comment s'en accommoder. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle enfin d'une voix qui avait abandonné toute garde pour ne laisser place qu'à l'honnêteté. « Pourquoi pas il y a 10 ans? Pourquoi pas du vivant de mon père, quand vous auriez pu lui rendre son honneur? Pourquoi maintenant que vous trouvez sa fille dans un couloir de votre hôtel ?» Adrien ne se déroba pas à son regard. « Parce que je suis un lâche, » dit-il. Et ces mots prononcés ainsi, sans artifice ni excuse, résonnèrent dans la pièce avec plus de force que n'importe quel discours étudié. Parce que pendant des années, j'ai été trop lâche pour regarder ce que j'avais fait, j'ai bâti ma réussite sur un mensonge. Et chaque fois que je tentais de faire face à cette vérité, je trouvais une excuse pour aller de l'avant plutôt que de me retourner. Il prit une inspiration. Et de vous voir dans ce couloir, avec ce dos droit, et ce regard qui ne fléchit pas. C'est la première fois depuis très longtemps que je n'ai pas pu continuer à regarder devant moi. Clara sentit les larmes couler. Cette fois, elle ne fit rien pour les retenir. Ce n'étaient pas des larmes de faiblesse, ni de pardon, ni d'abandon. C'étaient les larmes de quelqu'un qui portait un fardeau immense à bout de bras depuis trop d'années et qui, pour la première fois, sentait que quelqu'un d'autre mesurait enfin ce poids. « Je ne vous pardonne pas », dit-elle d'une voix claire malgré ses yeux embués. Je veux que vous le compreniez bien. Ce que vous avez fait à mon père ne s'efface pas d'un simple virement bancaire. Ma mère ne récupérera pas les années vécues dans l'angoisse et le dénuement. Et moi, je ne récupérerai pas les études que j'ai dû abandonner, ni les projets que j'ai mis de côté pour que nous puissions simplement survivre. Je le sais, dit Adrien, mais ma mère a besoin de ce traitement, poursuivit Clara, sa voix se brisant sur ces derniers mots d'une manière profondément humaine et inévitable. Et cela fait des mois que je ne dors plus pour trouver cet argent. Je le sais, répéta doucement Adrien. Le silence qui suivit fut le plus long de tous. Clara fixa l'enveloppe, s'en saisit, et dans ce geste simple,
une main qui se tend pour accepter ce qu'elle n'aurait jamais dû avoir à quémander, résidait toute la complexité de l'existence. Une réalité où les histoires ne sont ni simples ni parfaites, et où l'on doit composer avec ce que la vie nous laisse après ses pires tempêtes. « Il y a une condition », dit Clara en levant les yeux vers lui. « Adrien attendi. Je veux que vous restituiez son honneur à mon père », dit-elle d'une voix désormais ferme. « Pas en privé, pas dans une discussion entre nous, publiquement. Je veux que le monde sache que Thierry Roussel était un homme intègre qui a été trahi, que sa réputation était sans tache, et que ce qu'on lui a pris ne l'a été que par le mensonge. » Adrien la regarda longuement. « Cela me coûtera bien plus que le traitement de votre mère, » dit-il. Non pas comme une plainte, mais comme la reconnaissance de la portée de sa demande. « Je le sais, » répondit Clara. « C'est pour cela que je vous le demande. » Et pour la première fois depuis son arrivée au Palais Doré, Adrien de Valois sentit que le poids qu'il portait depuis toutes ces années ne s'évanouissait pas, mais trouvait enfin sa juste place. « J'accepte, » dit-il. Nadine Roussel a pris la prise en charge de son traitement un mardi matin, alors que le soleil perçait doucement à travers la fenêtre de sa chambre à la clinique de l'Espérance, rendant l'atmosphère un peu plus légère. Le docteur Varin le lui expliqua avec cette réserve professionnelle qui, cette fois, laissait place à une joie sincère. Le protocole intensif pouvait démarrer sans attendre, le financement était assuré. Le pronostic, avec ses soins appropriés, s'avérait nettement plus encourageant qu'il ne l'avait été depuis des mois. Nadine écouta le médecin en silence. Lorsqu'il eut terminé, elle lui posa une unique question. « Est-ce Clara qui a réglé cela ?» Le docteur Varin marqua une brève hésitation. « Les fonds sont parvenus au nom de votre fille, madame. » Nadine hocha lentement la tête et n'insista pas. Mais quand Clara arriva cet après-midi-là et s'assit à ses côtés avec cette expression de celle qui a pris une décision difficile et assume ses choix, Nadine la regarda longuement avant de prendre la parole. « Raconte-moi comment cela s'est passé, » dit-elle doucement, et Clara le fit. Elle lui décrivit la salle de réunion, l'enveloppe sur la table, les paroles d'Adrien sans faux fuyant, sa propre exigence concernant l'honneur de Thierry. Elle lui confia tout avec cette franchise qui avait toujours uni la mère et la fille, car elles avaient appris que les secrets coûtent souvent plus cher que la vérité. Nadine écouta sans l'interrompre. Quand Clara eut fini, le silence dura quelques instants. « Comment te sens-tu » demanda sa mère. « Partagé » admit Clara. « J'ai fait ce qu'il fallait pour toi, mais je ne sais pas si ce qui est juste et ce qui est nécessaire se confondent dans ce cas-ci. »« C'est rarement le cas » répondit Nadine avec cette sagesse qui ne venait pas des théories, mais d'une vie passée à comprendre que le monde n'est pas fait de certitudes absolues, mais de personnes qui font de leur mieux avec les cartes qu'elles ont en main. « Clara, puis-je te dire quelque chose que tu n'as peu, être pas envie d'entendre ? Je t'écoute toujours. Accepter son aide ne fait pas de toi quelqu'un de faible, et exiger qu'il réhabilite la mémoire de ton père ne fait pas de toi quelqu'un de cruel. » Elle marqua une pause. « Ce que tu as fait dans cette pièce est exactement ce que Thierry t'aurait demandé de faire. » Clara fronça les sourcils. « Papa n'aurait jamais accepté d'argent venant de lui. »« Non, » convint Nadine. « Mais ton père n'aurait pas non plus laissé sa femme mourir par simple orgueil. Ses yeux brillèrent d'un mélange d'amour et de vérité. Il était intègre, mon amour. Il n'était pas obstiné. Et il y a une grande différence entre les deux. » Clara sentit le nœud qui lui serrait la poitrine depuis la veille se relâcher un peu plus. « J'ai peur, » confia-t-elle à voix basse. « Pas du traitement, ni de la suite. J'ai peur de ce que je ressens quand je le regarde. » Nadine l'observa avec ses yeux qui en avaient trop vu pour s'étonner facilement. « Qu'est-ce que tu ressens ?» Clara prit du temps avant de répondre. « Qu'il n'est pas le monstre que je m'étais représenté durant toutes ces années, » dit-elle enfin. « Et cela me perturbe plus que s'il l'était. » Nadine prit sa main avec cette douce fermeté qui avait toujours été le repère de Clara. « Les monstres sont plus faciles à détester que les êtres humains, » dit-elle. « Mais les êtres humains sont la seule réalité qui existe. » Ce soir-là, Adrien se trouvait dans sa suite avec Julien et 2 conseillers juridiques venus spécialement pour le rencontrer. Sur la table reposaient des documents, mais pas ceux que les avocats avaient préparés pour les négociations de l'hôtel. C'étaient d'autres papiers, qu'Adrien avait exigés avec une urgence qui avait surpris tout son entourage. « Cela va faire du bruit », prévint l'un des conseillers. Un homme aux tempes grises et à l'expression d'ordinaire très mesurée. « Une déclaration publique reconnaissant votre responsabilité dans l'affaire Roussel vous expose sur le plan juridique. Monsieur, certains pourraient utiliser cela pour... » « Je le sais », l'interrompit Adrien d'un ton calme qui n'admettait aucune réplique. « Préparez-le quand même. L'impact sur votre réputation dans certains cercles pourrait être... » « Préparez-le », répéta Adrien.
Sa voix avait cette force des décisions irrévocables. Thierry Roussel était un homme intègre que j'ai lésé par mes actes. C'est un fait, et les faits ne disparaissent pas sous prétexte qu'ils sont embarrassants. L'avocat tourna les yeux vers Julien, cherchant un signe de négociation possible. Julien ne s'y a pas. « Il y a autre chose », dit Adrien en regardant les papiers devant lui. « Je veux créer une fondation au nom de Thierry Roussel pour les étudiants au parcours académique exceptionnel qui ont dû interrompre leurs études en raison de difficultés financières ou familiales. Des bourses complètes, sans condition. » Julien leva les yeux vers lui avec une expression qu'Adrien reconnut. C'était celle de quelqu'un qui attendait de voir son employeur prendre une telle décision depuis de nombreuses années. « Quand voulez-vous qu'elle soit opérationnelle ? » « Dès que possible, » répondit Adrien, puis il ajouta à voix basse. « Et la première bourse sera pour qu'elle puisse terminer ce qu'elle a dû abandonner. » La pièce retomba dans le silence. Clara n'en sut rien ce soir-là. Ce qu'elle sut en revanche, c'est qu'en rentrant dans sa petite chambre dont la fenêtre donnait sur le mur, elle s'assit sur son lit et pour la première fois depuis des mois, elle ne sortit pas son téléphone pour vérifier ses comptes, ni pour calculer combien d'heures supplémentaires il lui faudrait effectuer, ni pour relire le message du médecin avec ce montant hors de portée. Elle resta simplement immobile. Dans ce calme, libérée du poids de l'urgence financière qui avait rythmé chacune de ses journées pendant plus d'1 an, quelque chose de très ancien recommença à s'éveiller doucement en elle. Elle se souvint de celle qu'elle était avant que tout ne s'écroule. L'étudiante qui remplissait ses cahiers de notes sur la géopolitique, la fille qui traduisait des courriers en plusieurs langues pour son père, la jeune femme qui croyait que les relations entre les cultures se construisaient par l'échange et que cela valait la peine d'y consacrer sa vie. Cette personne n'avait pas disparu, elle attendait son heure, et cette nuit-là, dans cette petite pièce, Clara Roussel sentit pour la première fois que l'avenir n'était pas seulement une succession de problèmes à résoudre, mais un horizon qu'elle pouvait à nouveau atteindre. Ce n'était pas de la gratitude qu'elle éprouvait envers Adrien, pas encore. C'était plutôt de la place faite au possible. Et la possibilité, après tant de temps d'absence, ressemblait d'une manière saisissante à l'espoir. Il y a des vérités que l'on garde si longtemps en soi qu'elles finissent par s'intégrer au corps, devenant impossible à arracher sans douleur. Adrien de Valois avait porté la sienne pendant tant d'années qu'il avait presque oublié la sensation de s'en libérer. Presque. Ce matin-là, lorsqu'il descendit dans le hall du Palais Doré, avant que l'hôtel ne s'éveille tout à fait, ce ne fut pas pour ses rendez-vous professionnels, ni pour signer des contrats. Il le fit parce qu'il y avait une démarche qu'il devait accomplir avant que le tourbillon de la journée ne l'en empêche. Il trouva Madame Jeanne dans le couloir de service du premier étage, organisant les chariots de l'équipe du matin avec cette efficacité tranquille qui caractérise ceux qui font leur travail avec dignité. Elle avait les cheveux relevés et une expression à la fois bienveillante et impossible à tromper. Adrien s'arrêta devant elle. Madame Jeanne l'accueillit du regard sans surprise, comme si elle s'était attendue à cet instant. Elle attendit qu'il parle. « Vous la connaissez bien ?» demanda-t-il sans préambule. « Clara est comme ma fille », répondit Madame Jeanne. « Savez-vous pourquoi elle est ici ? Pourquoi elle a choisi cet hôtel en particulier ?» Madame Jeanne l'étudia un moment, évaluant non pas la question, mais l'intention qui l'animait. Ce qu'elle y vit dut la rassurer, car elle répondit « Clara n'a pas choisi cet hôtel, monsieur. C'est sa mère qui l'a fait. » Adrien fronça les sourcils. « Personne ne savait que vous viendriez ici un jour, » poursuivit Madame Jeanne, avec ce calme de celle qui livre un secret mûri par le temps. Mais elle connaissait vos habitudes dans la région. Elle savait que, tôt ou tard, cet établissement ferait partie de vos déplacements d'affaires. Et quand Clara a eu besoin d'un travail en urgence, Nadine lui a suggéré cet endroit. « Elle l'a envoyé ici dans un but précis ?» demanda Adrien, mesurant la portée de cette révélation. « Nadine ne l'a pas envoyé pour agir », précisa fermement Madame Jeanne. « Elle l'a envoyé pour être là, dans le même espace que vous, un jour ou l'autre, pour que vous la voyiez, pour que vous constatiez ce qu'il restait après votre passage. » Elle marqua un temps d'arrêt. « Nadine ne cherchait pas la vengeance, monsieur. Elle voulait que vous regardiez, c'est tout, que vous regardiez vraiment. » Adrien resta sans voix durant plusieurs secondes. Une mère malade, aux ressources limitées, avait mobilisé le peu de force qui lui restait pour s'assurer que l'homme à l'origine de son drame se trouve un jour confronté à la réalité vivante de ses choix. Non pas par la colère, non pas par un dessein destructeur, mais simplement par la vérité incarnée par une silhouette marchant le dos droit dans un couloir. « Clara sait-elle cela ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Elle savait que sa mère lui avait suggéré l'hôtel », répondit Madame Jeanne. « Le reste, elle l'a compris d'elle-même à votre arrivée. » Adrien hocha lentement la tête. « Merci », dit-il avec une sincérité que Madame Jeanne perçut.
Ne me remerciez pas, répliqua-t-elle en se tournant vers ses chariots. Rendez plutôt à cette famille ce que votre oubli lui a retiré. Clara arriva pour son service 40 minutes plus tard et trouva un message de Julien à la réception. Adrien de Valois l'attendait sur la terrasse du 4e étage dès qu'elle le pourrait, sans urgence, à sa convenance. C'est cette dernière précision qui la décida à monter. La terrasse était déserte, à l'exception d'Adrien. Il était assis, cette fois, dépouillé de cette attitude d'homme qui domine son sujet, les coudes sur les genoux, le regard las. Clara s'assit en face de lui sans un mot et attendit. Adrien la regarda un instant. « Il y a quelque chose que je dois vous dire », commença-t-il. « Quelque chose que j'aurais dû formuler dès le premier jour dans ce couloir, et que je n'ai pas dit parce qu'à ce moment-là, j'ignorais encore qui vous étiez. Mais aujourd'hui je le sais, et je ne peux pas continuer sans que vous le sachiez aussi. » Clara attendit. « Quand je vous ai parlé en arabe dans le couloir, » dit Adrien d'une voix neutre, renonçant à toute protection, « ce n'était pas seulement un test pour voir si vous compreniez. C'était plus que cela. » Il fit une courte pause. « Je vous ai dit que vous aviez la même démarche que quelqu'un que j'avais connu autrefois. Quelqu'un qui marchait lui aussi comme si chaque couloir lui appartenait, même si le monde s'efforçait de lui prouver le contraire. Je vous ai dit que cela m'avait troublé et que j'ignorais s'il s'agissait d'un signe ou d'une épreuve. » Le silence se fit total. Clara sentit une émotion ancienne l'envahir. « C'est ce que vous avez dit ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle reconnut à peine. « C'est ce que j'ai dit », confirma Adrien. « Et la personne dont je parlais, c'était votre père. » Ces mots résonnèrent sur la terrasse avec toute la force de leur vérité. Clara resta immobile. À l'intérieur, pourtant, ce qui était resté enfoui pendant des années, la colère, la douleur, le deuil et le souvenir de ce père qui arpentait leur maison avec la certitude d'un monde honnête, commença à s'apaiser d'une manière nouvelle. Thierry marchait ainsi, poursuivit Adrien d'une voix plus douce, avec ce dos droit qui n'était pas de l'orgueil, mais une profonde intégrité. J'ai toujours admiré cela chez lui. J'ai toujours recherché cette force tranquille, sans jamais savoir comment l'acquérir par moi-même. Et au lieu de l'acquérir, dit Clara d'une voix calme mais habitée, vous avez choisi de la lui enlever. Oui, répondit Adrien sans détourner le regard, c'est ce que j'ai fait. Pourquoi me dites-vous cela aujourd'hui? Parce que la déclaration officielle sera publiée demain, dit Adrien. Et je voulais que vous sachiez, avant que le public ne la lise, que je ne fais pas cela pour restaurer mon image ou clore un dossier délicat. Je le fais parce que votre père mérite que sa vérité soit proclamée à voix haute, et parce que vous méritez d'entendre de ma bouche ce que vous avez perdu, et pourquoi. Clara sentit les larmes couler de cette façon irrésistible qu'elles ont lorsque la fatigue de lutter s'estompe. Elle ne chercha pas à les essuyer. « Mon père vous aimait bien, » dit-elle enfin, la voix brisée par l'évidence de ce regret. « Ma mère me l'a confié. Elle m'a dit que vous étiez son meilleur ami, que vous partagiez nos repas, que vous m'aviez connue toute petite. »« Oui, » confirma Adrien. Et dans sa voix se lisait ce regret précis de l'affection qui n'a pas su préserver ce qu'elle estimait. « Alors, vous n'avez pas seulement trahi un associé, » dit Clara, « vous avez trahi un ami. »« Oui, et sa famille. »« Oui, et tout ce qu'il vous avait montré sur ce que signifie être un homme intègre. » Adrien ferma les yeux un instant. « Oui, » répéta-t-il, et cette confession sans détour fut plus marquante que n'importe quelle justification. La terrasse demeura silencieuse durant un long moment. Ce fut Clara qui reprit la parole. « Que dit exactement cette déclaration ?» Adrien prit son téléphone et lui en lut le texte intégral, posément, sans en éluder les passages les plus directs. Le document reconnaissait explicitement sa responsabilité dans les préjudices causés à Thierry Roussel, décrivait avec clarté les faits, affirmait sans ambiguïté que Thierry avait été un homme d'une droiture absolue, victime des agissements de son associé, et se concluait par l'annonce de la création de la fondation à son nom. Clara écouta chaque mot, le regard perdu au loin. Quand Adrien eut fini, elle resta pensive. « Il y a une autre disposition dans ce texte, » ajouta Adrien. « Quelque chose dont je ne vous ai pas parlé hier parce que je voulais m'assurer de sa faisabilité. » Clara le regarda. « La fondation porte le nom de votre père, » expliqua Adrien. Elle offre des bourses complètes pour les étudiants ayant dû interrompre leur parcours pour des raisons indépendantes de leur volonté. Il s'interrompit. La première bourse vous revient, Clara, pour vous permettre de terminer ce que vous avez dû laisser en suspens, sans condition, selon votre propre calendrier. Le temps sembla s'arrêter. Clara le fixa longuement. Puis, dans un élan qui brisa les dernières barrières entre la fille de Thierry Roussel et l'homme qui avait causé leur perte,
Elle cacha son visage dans ses mains et pleura, non pas de colère ni d'amertume. Elle pleura de ce soulagement profond qui survient lorsque ce qui a été brisé trouve enfin la possibilité d'une reconstruction. Adrien ne dit rien, ne fit pas de gestes déplacés de consolation, n'offrit pas de paroles superflues. Il fut simplement présent, et parfois, être là est la seule chose requise. Madame Jeanne, qui était montée pour déposer discrètement un plateau sur la table basse et qui avait assisté à la scène, s'arrêta un instant sur le pas de la porte. Elle contempla cette jeune fille qu'elle avait vue arriver des mois plus tôt, les épaules chargées d'un poids invisible, et qui laissait libre cours à ses larmes à présent, libérées d'un fardeau trop longtemps porté. Avant de s'éloigner en silence, Madame Jeanne pensa que Nadine Roussel, depuis sa chambre de la clinique, le savait déjà d'une certaine manière, que son dessein discret de confrontation pacifique avait porté ses fruits, non pour que sa fille oublie, mais pour qu'elle puisse enfin avancer. La déclaration officielle fut publiée le lendemain à 9 heures, non pas dans un communiqué confidentiel destiné à quelques initiés, ni en note de bas de page d'un rapport d'activité où les mots se perdent dans les chiffres. Adrien de Valois la diffusa sur l'ensemble des réseaux professionnels où sa voix portait, dans la presse économique et les plateformes internationales, sous un titre explicite, « Une vérité que j'aurais dû exprimer il y a bien longtemps ». Julien avait suggéré d'en adoucir la formulation, mais Adrien avait tenu à la conserver ainsi. Clara en prit connaissance sur son téléphone, assise dans sa chambre. Elle la lut une première fois en détail, puis une seconde, plus lentement encore, pour assimiler la portée de chaque phrase. Le texte était exempt d'euphémismes. Il relatait précisément les faits, l'usage des documents, le choix du silence, avec une clarté qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Il y était écrit que Thierry Roussel avait été un homme d'une droiture qu'Adrien n'avait pas su respecter alors, et que les conséquences de sa propre défaillance étaient retombées sur des proches innocents. Il précisait enfin qu'aucune déclaration ne pouvait restituer les années perdues, mais que la vérité se devait d'exister publiquement, même tardivement. Clara posa le téléphone sur la table et resta pensive, sentant que l'image qu'elle avait d'elle-même depuis des années, la fille d'un homme calomnié, l'étudiante contrainte de tout quitter, celle qui poussait un chariot de nettoyage sous un nom injustement terni, commençait à s'apaiser. Cette part de sa vie ne s'effaçait pas. Elle s'inscrivait désormais dans son histoire personnelle, une histoire qui trouvait aujourd'hui un dénouement différent de celui qui semblait tracé. Elle appela sa mère. Nadine décrocha presque aussitôt. « Je viens de la lire », dit Clara. Un court silence s'établit. « Comment te sens-tu, mon amour ?» Clara prit le temps d'analyser son sentiment. « Je me sens apaisée », dit-elle. Puis, d'une voix plus douce, « Je crois que c'est la première fois depuis très longtemps que c'est tout à fait vrai. » Nadine mit un instant à répondre. Quand elle le fit, sa voix portait cette émotion des attentes enfin comblées. « Ton père serait fier de toi, » dit-elle, non pas pour la conclusion de tout cela, mais pour la dignité avec laquelle tu as traversé ces épreuves. Clara ferma les yeux. « Et toi, maman, comment vas-tu vraiment ?» Le docteur Varin confirme que le nouveau protocole donne des résultats très encourageants, répondit Nadine. Et sa voix laissait transparaître une légèreté nouvelle. Il dit que si nous continuons ainsi, les prochains examens devraient confirmer cette évolution positive. Il le dit avec ce sérieux habituel qu'ils adoptent pour ne pas susciter de faux espoirs, mais je le connais assez pour savoir que lorsqu'il sourit ainsi en parcourant les résultats, c'est qu'il est pleinement satisfait. Clara laissa échapper un léger rire. Un rire discret, mais authentique. Et ces expressions de légèreté sont parfois les plus révélatrices du fait que l'on retrouve son souffle. Les échos de la publication parvinrent tout au long de la journée. Ce furent d'abord les rédactions économiques qui s'emparèrent du sujet, analysant cette démarche dans un milieu où l'image publique est essentielle. Puis se manifestèrent des réactions plus personnelles. D'anciens confrères de Thierry Roussel qui l'avaient côtoyé, des professionnels de la diplomatie qui se souvenaient de ses travaux, et certains qui avaient douté de lui à l'époque et qui s'exprimaient aujourd'hui avec le regret sincère de s'être mépris. Parmi ces messages, Clara en reçut un qu'elle n'attendait pas. Il émanait d'une ancienne collègue de son père, qui lui écrivait pour lui témoigner qu'elle avait toujours cru en l'intégrité de Thierry, qu'elle avait tenté de le soutenir en son temps et qu'elle conservait des correspondances professionnelles de cette époque, illustrant la rigueur éthique avec laquelle il traitait les dossiers. Elle lui demandait si elle souhaitait qu'elle les lui transmette. Clara accepta immédiatement. Adrien passa l'essentiel de sa journée dans des réunions bien différentes de celles prévues à son arrivée. Les négociations concernant l'hôtel suivirent leur cours, gérées par Julien avec sa rigueur habituelle,
mais ce furent les échanges suscités par la déclaration qui occupèrent le plus Adrien. Certains furent complexes, des partenaires l'appelant pour s'enquérir des éventuelles conséquences juridiques, des relations mesurant leurs termes, avec la réserve de ceux qui évaluent la situation. Adrien répondit à chacun avec la même franchise. Ce qui avait été publié représentait la réalité des faits, il n'y avait rien à ajouter, et chacun était libre d'en tirer ses propres conclusions. Mais il y eut d'autres retours. Un entrepreneur l'appela pour lui confier qu'il avait brièvement rencontré Thierry Roussel lors d'un colloque et qu'il en avait gardé le souvenir d'un homme remarquable. Un jeune conseiller lui écrivit pour le remercier, expliquant que cette démarche l'encourageait à agir avec la même transparence dans son propre parcours. Julien lui présenta ses messages l'un après l'autre au fil de l'après-midi, sans commentaire, le laissant en prendre connaissance. À un moment, observant la vue par la fenêtre, Adrien dit simplement « J'aurais dû faire cela il y a bien longtemps. »« Oui, » répondit sobrement Julien. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais suggéré ?» Julien marqua un temps d'arrêt. « Je vous l'ai suggéré, monsieur, à plusieurs reprises au fil des ans. » Un silence s'installa. Vous n'étiez simplement pas encore prêt à l'entendre. « Tu » Adrien le regarda. Julien soutint son regard avec calme. « Merci d'avoir insisté, » dit enfin Adrien. « C'est mon rôle, » répondit Julien. Puis, avec cette retenue amicale qui le caractérisait, « Et je suis aussi votre ami, même si vous l'oubliez parfois. » En fin d'après-midi, Clara achevait son service lorsque Sébastien Tournon l'invita dans son bureau avec une attitude inhabituellement prévenante. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit-il. Clara prit place. « Monsieur de Valois s'est entretenu avec la direction générale ce matin, » commença Sébastien, en réorganisant inutilement ses dossiers. En marge de l'accord de partenariat qui sera officialisé la semaine prochaine, il a posé une condition particulière. Clara attendit la suite. Il a été décidé de créer un nouveau poste au sein du département des relations extérieures de l'hôtel, poursuivit Sébastien. Une fonction de coordination pour nos activités régionales et internationales. Ce poste requiert la maîtrise de plusieurs langues, une formation en relations internationales et des aptitudes à représenter l'établissement dans des contextes variés. Il fit une pause. Ce poste vous est proposé en priorité, avec des conditions adaptées pour vous permettre de poursuivre et de finaliser vos études universitaires en parallèle. Le silence s'établit dans le bureau. Clara regarda Sébastien. Un poste conçu pour vous, avec la flexibilité nécessaire pour vos études, confirma Sébastien, et l'on décelait dans son ton une pointe d'admiration sincère. Clara, j'ignore ce qui s'est joué cette semaine, mais en 20 ans de métier, je n'ai jamais vu une telle évolution se produire simplement par la force de ce que l'on est. Clara ne répondit pas immédiatement. Elle repensa au couloir du premier jour, au chariot qu'elle poussait avec dignité, aux termes en arabe qu'elle avait relevés sans hésiter, à sa mère lui suggérant cet établissement avec une intention discrète, et à son père dont l'influence se transmettait en elle à son insu. « J'ai besoin d'y réfléchir, » dit-elle enfin. Sébastien acquiesça. « C'est tout à fait naturel, prenez le temps nécessaire. » Ce que Clara ignorait, c'est qu'Adrien était déjà parti. Il avait prolongé son séjour de 2 jours, le temps d'accomplir ce qu'il s'était engagé à faire. Et cet après-midi-là, alors que le jour déclinait sur Paris, il avait pris place dans son véhicule avec Julien en direction de l'aéroport, en toute discrétion. Il avait envisagé de chercher Clara pour lui dire au revoir, d'écrire un mot ou de charger Julien de lui transmettre un message. Mais il avait fini par comprendre que la meilleure façon de montrer l'absence de contrepartie dans sa démarche était précisément de s'en aller ainsi, sans solliciter de remerciements ni chercher un soulagement personnel qui aurait pu empiéter sur la liberté de choix de la jeune femme. Julien l'observa du coin de l'œil alors que la voiture s'éloignait. « Aucun message ?» demanda-t-il. « Aucun » confirma Adrien. « Êtes-vous certain ?» Adrien contempla par la vitre la silhouette du palais doré qui s'estompait au loin, et son visage exprimait une certaine sérénité. Non pas celle d'avoir tout réparé, mais celle d'avoir accompli ce qui était juste. « Elle sait où me joindre si elle le souhaite un jour, » dit-il. « Et si elle choisit de ne pas le faire, elle aura pris la décision qui lui convient. Et c'est très bien ainsi. » Julien hocha la tête et n'ajouta rien. Quelques semaines plus tard, Clara Roussel franchit pour la première fois les portes de la faculté de Relations internationales, munie de ses documents d'inscription et de ses compétences linguistiques préservées. Madame Jeanne lui avait préparé un café ce matin-là avant son départ, avec sa retenue habituelle, en lui disant simplement « Votre père jetait des ponts avec honnêteté. C'est à votre tour désormais. » À la clinique de l'Espérance,
où le traitement continuait de donner des résultats positifs que le docteur Varin ne cherchait plus à dissimuler, Nadine reçut une photo de sa fille devant l'université. Elle l'enregistra en fond d'écran sur son téléphone. Quelque part dans le monde, à bord d'un vol régulier, Adrien de Valois ouvrit son téléphone à l'atterrissage et découvrit un message provenant d'un numéro non enregistré. Il contenait ces quelques mots « J'ai commencé aujourd'hui. Merci. Ce n'est qu'un début, mais c'est l'essentiel pour l'instant. » Adrien lut le message à 2 reprises, le rangea sans y répondre et sourit d'une manière que Julien, assis à ses côtés, ne lui avait pas vue depuis très longtemps. Car il est des victoires qui ne s'exposent pas et ne se chiffrent pas. Elles se jouent discrètement, dans un couloir feutré, dans la volonté d'une mère attentive, dans la dignité d'une jeune femme qui a su préserver son identité face aux épreuves, et dans le courage de faire face à ses propres manquements pour retrouver le chemin de l'intégrité. C'était un pas qui ne modifiait pas le passé, mais qui permettait d'édifier l'avenir sur des bases assainies. Et reconstruire avec ce que la vie nous laisse reste une démarche essentielle.